à tous, en direct des Browning Days pour cette seconde manche. Alors comme promis, je suis derrière Gilles Cornet, notre ami belge. Vous voyez que derrière il est en train de prendre un poisson. Alors immédiatement je vais basculer la caméra pour vous montrer la mise au sec de ce poisson. Et puis on va faire un peu le point après la pause repas. Donc vous voyez Gilles Cornet qui a remporté son secteur hier avec 52 650 dans Secours 2. Ici il est en train de pêcher, vous voyez, avec le pellet waggler. Donc c'est un des rares pêcheurs honnêtement dans cette zone qui pêche au pellet waggler. Il est dans le même secteur, je rappelle, que Alban Bodinto ou Enzo Masclet. Donc eux pêchent plutôt à la canne. J'ai vu Alban tout à l'heure, il était passé, on l'avait vu tout à l'heure pêcher principalement aux méthodes feeder. Maintenant il est plutôt à la grande canne. La plupart des pêcheurs ici se sont mis à la grande canne, mais Gilles est en train de pêcher au pellet waggler, et donc vous voyez un gros poisson pris donc en surface. Le pellet waggler, je rappelle que c'est pour pêcher les poissons près de la surface. Vous voyez, magnifique poisson. Enfin franchement, la taille moyenne des poissons ici à Secours, c'est autour de 3 kg, 3 kg, 4 kg. Sur certaines places, il est possible de prendre des poissons jusqu'à 10 kg à la canne. Et pas seulement sur la place qu'on a vue hier avec Nicolas Quénon qui pêchait à la patte, où il y avait vraiment que des gros poissons. Et aujourd'hui, où se trouve Mick Fordham, à nouveau, il prend des très gros poissons. Mais je veux dire, il y a des gros poissons à prendre un peu partout. Vous voyez, magnifique carpe commune. Alors, on va suivre un petit peu l'action de pêche de Gilles, pour faire honneur à nos amis belges. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre depuis la Belgique. Donc, voyez, alors une pêche au pellet waggler avec un waggler gourou qui doit faire une dizaine de grammes. Alors là, vous voyez qu'après avoir pris son poisson au pellet waggler, il entretient quand même son coup à la canne. C'est ce que j'ai expliqué pendant tout le week-end. Quand on pêche ce genre d'épreuve, vous voyez, il amorce au bord. On est obligé de pratiquer différentes techniques. Vous ne pouvez pas arriver sur une compétition de ce type en vous disant moi je suis un spécialiste de la canne, donc je pêche qu'à la canne, ou à l'inverse, je suis un spécialiste du feeder, donc je ne pêche qu'au feeder. Il faut que vous sachiez maîtriser absolument toutes les techniques. Et Dieu sait que pour la carpe, il y a beaucoup de techniques, puisque vous avez, je vais récapituler, une pêche à la canne, au cou, au fond ou en surface. On n'a pas vu beaucoup de pêcheurs pratiquer en surface au cou ici, mais c'est possible. En tout cas, il y a la grande canne. Ensuite, vous avez le pellet waggler, comme est en train de faire Gilles. Vous avez le slow sinking feeder Browning Xenos, dont on a parlé pendant tout le week-end, qui permet de pêcher depuis la surface jusqu'au fond. Ensuite, vous pouvez pêcher au fond avec le méthode feeder, mais également la pêche au plomb. Dans le secteur B d'ailleurs, je peux vous dire que j'ai un pêcheur qui m'a assez impressionné, qui s'appelle Philippe Georges, qui est un pêcheur qui pratique pour la première fois en compétition. Ouf, il y a déjà un nouveau à poisson, vous voyez. Là, ça a l'air de bien rentrer au pellet waggler. Alors si jamais, parce que à l'issue de la pause déjeuner, on va dire, Gilles était plutôt mal classé dans le secteur. Il était battu par pas mal de pêcheurs dans le secteur. En revanche, si ça commence à rentrer au pellet waggler, l'avantage c'est que ça ne traîne pas en général pour avoir une touche. Et en plus, vous faites souvent des beaux poissons. Donc là, il vient d'en sortir un. Vous voyez qu'il a à peine lancé et il s'est mis à grainer, évidemment. Et il a immédiatement touché un second poisson. Donc on va suivre ça d'un peu plus près. Et puis ensuite, c'est promis, cette fois-ci, on ira dans le secteur D, suivre Adrian Wiesel et Laurent Emonet, qui sont au numéro 28 et 29, et qui ont fait premier de leur secteur hier, donc qui jouent aussi le podium. Et là, on est derrière donc Gilles Cornet, pêcheur belge. Vous voyez que ça traîne pas. En Belgique, on sait maîtriser les carpes. Il y a beaucoup de carpodromes en Belgique où il faut faire des scores absolument fabuleux. Donc, s'il faut ramener du poisson rapidement, ils savent faire. Voilà. Avec le poisson est déjà en bordure.
Alors on utilise en général pour le pellet waggler des cannes paraboliques, hein, pour éviter le décrochage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fil. Vous voyez, quand vous ramenez le poisson près du bord, il n'y a plus beaucoup d'élasticité avec le nylon, donc il faut que la canne puisse amortir les chocs, mais en revanche avec une bonne réserve de puissance sur toute la longueur de la canne. Ça, c'est un élément très important. D'abord pour pouvoir lancer plus facilement des wagglers qui font en général entre 6 et 12 grammes, hein, pour pêcher au pellet waggler en fonction de la distance. Là, on a quand même un beau poisson encore. Et donc pour rappeler le montage, pour ceux qui nous rejoindraient que maintenant, le pellet waggler, c'est tout simple. Vous avez un waggler pré-plombé de assez fort diamètre, en général en balsa ou en plastique translucide si vous voulez avoir un montage plus discret. On le voit ici. Donc là, Gilles est en train d'utiliser des pellet wagglers de la marque Gourou, hein, qui ont une antenne donc assez forte avec des petites ailettes pour la précision du lancer, mais honnêtement à ces distances là il n'y a pas de problème pour lancer relativement précis. Voilà, magnifique poisson pour Gilles. Donc un pellet waggler d'une 10-12 grammes. Encore une fois, la taille du pellet waggler ne dépend pas des tailles des poissons que vous allez chercher, ça dépend uniquement de la distance à laquelle vous voulez pêcher. Plus vous voulez pêcher loin, plus vous utilisez un waggler lourd. De la même façon, plus vous pêchez loin, plus vous devez utiliser des pellets lourds et denses pour pouvoir atteindre la distance avec la fronde. Donc là, on va aller jeter un coup d'œil justement au pellet utilisé par Gilles. Vous allez voir que ici, hein, c'est l'avantage sur ce type de compétition par rapport à un championnat du monde où on ne peut pas vraiment s'approcher. Là, vous voyez qu'il est en train d'ailleurs de mettre sur une bande, sur une bague, le pellet qui garde le montage aux cheveux. Et puis ensuite, il va agrémenter des pellets dont la taille va dépendre de la distance, de la force du vent, hein. Le vent a encore tourné, hein. C'est marrant parce que ce matin il était sur un vent de gauche à droite. Tout à l'heure, avant la pause déjeuner, on avait un vent plutôt de face, et maintenant paradoxalement le vent arrive plutôt dans le dos des pêcheurs, ici sur ce côté de la berge. Et donc vous voyez qu'il agrène des pellets qui sont, je dirais que c'est des 6-8 mm. 9 mm. 9 mm, vous voyez que j'étais pessimiste, donc 9 mm ça permet d'atteindre quand même des distances importantes. Par contre à l'hameçon il pêche avec un pellet un peu plus clair et un peu plus petit paradoxalement. On pourrait s'attendre à ce qu'il pêche plutôt avec un pellet plus gros à l'hameçon par rapport à ce qu'il agrène. Mais encore une fois, ce qu'on jette à la fronde, le diamètre dépend uniquement pas de la taille des poissons que vous recherchez, ça dépend de la distance et de la force et de la direction du vent. Il faut que vous puissiez fronder correctement, à distance, confortablement on va dire. Donc environ 1 mètre, 1 mètre 50 en retrait du flotteur, puis vous laissez pêcher votre flotteur jusqu'à temps que le pellet se stabilise, puis vous ramenez, là c'est ce qu'il est exactement en train de faire. Donc il mouline très rapidement sur 1 mètre, 1 mètre 50 pour faire remonter le pellet en surface, puis il va redescendre naturellement, puisque je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de plomb sur la ligne. On a juste ce waggler qui est bloqué par des stop flottes, hein, on va vous le montrer. Il est ici par exemple, vous voyez ici, vous voyez le type de waggler que va utiliser Gilles. Donc un pellet waggler de la marque Gourou, pré-plombé, bloqué à la base par, alors là il met lui 3 stop flottes en dessous et un seul au-dessus. C'est pas une mauvaise solution, ça évite vraiment que ça glisse, parce que forcément s'il glisse en général c'est par le bas. Donc certains pêcheurs préfèrent mettre 2 stop flottes de part et d'autre, mais vous pouvez très bien mettre 3 et 1 parce qu'il y a peu de chances que le flotteur lors d'un combat commence à glisser vers le haut. En général ça glisse plutôt vers le bas. Bon, je vous conseille de choisir des stop flottes quand même qui serrent plutôt bien le fil et plutôt de forme cylindrique, hein. On a des stop flottes qui sont de forme elliptique, mais pour une meilleure tenue du flotteur, il est préférable quand même d'utiliser des stop flottes cylindriques.
C'est le même type de stop fog qu'on utilise en général pour la pêche au feeder. Hein. Donc là, il est en train de pêcher au pellet waggler à environ une vingtaine de mètres, je dirais 20-25 mètres peut-être. Hein, la pêche au pellet waggler, c'est très difficile d'aller pêcher au-delà des 30 mètres. Tout simplement parce que même avec des pellets, là vous voyez, c'est des 9 mm relativement denses. Hein, ils sont, je vais vous les remontrer, ils sont quand même relativement sombres. Alors c'est pas les plus denses et les plus sombres qu'on puisse trouver. Donc s'il devait pêcher plus loin, peut-être il utiliserait des pellets plus halibut très sombres qui sont vraiment très denses. Le problème encore une fois des pellets très denses, c'est que effectivement vous arrivez à les lancer plus loin, mais ils vont descendre beaucoup plus rapidement à travers la couche d'eau. Donc ça demande un rythme d'engrenage encore plus soutenu. Et puis les poissons sont pas forcément, s'ils sont vraiment très près de la surface, c'est un peu un problème. Il vaut mieux utiliser des pellets plus clairs qui ont une descente plus lente. Voilà, écoutez, on va maintenant commencer à se déplacer vers... Ah, là on a... Alors là on est au numéro A2. A2 derrière Jean-Michel Clémence, pêcheur de Suisse. Alors hier ça s'est pas très bien passé pour lui, il était dans le secours 2, c'est un peu comme Jens Kochnik ou Romain Koenig qui sont quand même des sacrés pêcheurs et qui ont eu beaucoup de mal hier dans ce plan d'eau. Le plan d'eau numéro 2 est quand même beaucoup plus difficile, beaucoup plus irrégulier. Donc hier malheureusement il a fait donc 7e de son secteur de 7 et donc, mais aujourd'hui il a l'air de se refaire une petite santé. Il a pris des très gros poissons, on a parlé avec lui avant la pause déjeuner. Il n'avait pas un nombre de poissons énorme, mais des très gros poissons. C'est un peu le même cas finalement que le pêcheur anglais Nick Fordman qui est à la place de Nicolas Quénon. En fait on voit que dans ces coins d'étang, il y a peut-être un peu moins de touches. En revanche, il y a possibilité de prendre des beaucoup plus gros poissons. Donc après, il faut jouer avec ça. Il faut miser sur les gros poissons. Donc il faut utiliser peut-être des aiges plus sélectives. C'est-à-dire des pellets extrudés peut-être de 6-8 mm à l'hameçon sur bague, voire pêcher à la patte. Pour essayer de faire la différence au niveau des poissons. Alors on voit que là, pareil, il remet beaucoup. Hein. Je remarque que tout le monde utilise beaucoup, vous voyez, c'est du maïs hein, dans la coupelle et la coupelle est remplie à ras-bord. Hein, donc ça commence à faire un certain nombre de maïs. Hein. On ne va pas les compter, mais je peux vous dire que ça fait quand même beaucoup d'appâts. Donc vous voyez, à mi-distance, paf, on voit bien le nuage de maïs qui est en train de descendre. Donc tout le monde amorce de manière assez massive. Alors j'ai beaucoup discuté avec les créateurs de ce plan d'eau, hein, qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années quand même, hein, donc ils ont été parmi les précurseurs de la pêche de la carpe au cou. Et ils m'ont dit qu'en général, la deuxième manche, il y avait encore plus de poissons qu'à la première. Donc ça veut bien dire qu'il y a une très forte densité de poissons ici, parce qu'en général, sur les carpodromes, souvent la deuxième journée est au contraire plus difficile que la première. Donc ici c'est totalement l'inverse. Alors on va continuer notre petit chemin. Je vais faire le tour pour pas passer sur la canne. Et puis on va aller voir enfin, depuis le temps que je vous le promets, Laurent Emonet et Adrian Wiesel. Alors j'imagine que c'est plutôt Laurent Emonet que vous avez envie de voir, hein, parce que sans faire offense à Adrian Wiesel, on ne le connaît pas très bien ici. C'est un pêcheur. Je rappelle que, en fait, à l'issue de cette première manche, on a, alors je vous montre le plan d'eau, en attendant c'est toujours mieux que la route, voilà, on a Christian Baumgartner qui était en tête à l'issue de la première manche, ça c'est donc un Allemand. Ensuite on a des Français, Cocorico, on a Franck Leplat, on a Pierre Fradin, on a Aurélien Georges, ensuite on a Noël Bayer, donc à nouveau un Allemand, mais ensuite on a Laurent Emonet, et puis on a Gilles Cornet, un Belge, et puis Adrian Wiesel. Donc si je regarde bien, on a pour les 8 premiers qui ont gagné leur secteur hier,
on a 3 Allemands, on a 1, 2, 3, 4 Français et un Belge. Donc, statistiquement, les Français ont un tout petit peu plus de chance de terminer sur le podium. Alors, donc Laurent Emonet est au numéro 29 et Adrian Wiesel au 28. Donc on va y arriver. Hier, cette zone a été peut-être un peu moins productive que la berge qu'on a fait ce matin. Mais enfin, quand même, il y a eu des sacrés jolis scores. Hein. Si j'essaye de regarder ce qui s'est passé hier dans ce secteur, on est donc dans le secteur D. Hier, c'était Aurélien Georges qui avait gagné le secteur D, justement au numéro 29, donc à la place de Laurent Emonet, qui avait gagné avec 84 600. Donc on compte sur lui pour faire aussi bien aujourd'hui et essayer de remporter ce secteur, parce que dans tous les cas, il faudra sûrement 2 points pour l'emporter au classement général avec 8 secteurs, pardon. Ça veut dire 8 pêcheurs à 1 point, il y aura forcément un pêcheur qui réussira à nouveau à gagner son secteur. Alors justement, Laurent, je le vois ici. On va accélérer le pas parce qu'il a un poisson, lui il pêche à la canne. Alors, on s'approche de Laurent. Voilà, donc vous voyez, sur chaque place, vous avez ces bandes roseaux sur les côtés. Alors je vais faire un petit travelling, je vais me prendre pour Spielberg. Sur la gauche, vous voyez que au numéro 28, Adrian Wiesel, il a aussi un poisson, donc il ne va pas se laisser faire, notre cher ami allemand. Mais en tout cas, allez, soyons chauvins, on est derrière Laurent Emonet, qui a un beau poisson à la canne au cou, alors que l'Allemand à côté pêche au moulinet. Alors je ne sais pas à quoi il pêche, si c'est aux méthodes, ou au pellet waggler, ou au slow sinking feeder. En tout cas, Laurent Emonet, lui, il pêche à la grande canne, avec, vous pouvez le voir, si vous pouvez zoomer un petit peu sur la bannière, c'est un élément très très important. Quand on dit bannière courte, c'est réellement bannière courte. Là, on est autour de, si je dis 10 cm, je suis encore large. C'est maximum 10 cm, peut-être moins. Peut-être plutôt 8 cm de bannière. Voilà. Un beau poisson pour Laurent. Voilà. Un joli poisson. On va voir avec quoi il pêche. Hein. On va faire un petit peu le tour de son matériel comme je peux le faire pour les autres pêcheurs. Il n'y a pas de raison. Laisser mettre son poisson en bourriche. Je rappelle, pour ceux qui arrivent seulement maintenant, qu'il y a ce qu'on appelle un tilt à 30 kg. Alors, vous voyez que, je vais continuer, mais là, vous voyez qu'il rappelle à la coupelle, lui aussi, avec une coupelle remplie de maïs. Le maïs, c'est vraiment l'écheren à secours. Et, vous voyez, il pêche 3/4 sur la droite. On ne peut pas dire que ce soit une pêche de bordure, c'est une pêche pêche courte. Même pas une distance, on va dire que c'est entre les deux. Et on va voir ce qu'il met à l'hameçon. Donc est-ce qu'il pêche au maïs également? On va voir ça tout de suite. Oui, il pêche donc bien au maïs. Ah, Gris a parié sur Laurent. Donc c'est vrai qu'il y a le concours qui vous permet de gagner une canne feeder de chez Browning et puis des feeders slow sinking, les fameux slow sinking. Hein, on est revenu beaucoup sur ce matériel pendant tout le week-end. Donc vous aviez la possibilité de faire vos pronostics jusqu'à vendredi soir, évidemment avant le tirage au sort, parce qu'après c'est un peu plus trop facile. Enfin facile. Ici c'est jamais trop facile de pronostiquer quoi que ce soit. Mais en tout cas vous avez été très nombreux. Je crois que vous avez été plus de 500, peut-être 550 à jouer. Donc évidemment, les vainqueurs, on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui auront désigné le vainqueur de ces Browning et Days 2022. Donc on fera un tirage au sort ce soir et puis on vous mettra tranquillement les résultats demain matin. Un peu de patience, vous passerez une nuit tranquille.
Et puis demain matin sur la page pêche de compétition live, on vous donnera le nom du vainqueur qui remportera donc une canne Browning feeder plus une vingtaine de slow feeder sinking, de quoi faire des essais avec cette technique qui est encore pas très connue en France, mais qui est vraiment très efficace sur les pêches, en particulier à la belle saison, en été, quand les eaux sont chaudes et que les poissons, ouh là il y a eu la touche, que les poissons ont tendance à décoller et qu'il y a une certaine hauteur d'eau. Je ne vous conseille pas, encore une fois, j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Je ne vous conseille pas le slow feeder sinking pour pêcher dans des eaux en dessous de 2 mètres de fond. Ça commence à être intéressant quand vous avez à peu près 3 mètres, 4 mètres, alors encore plus 5, 6 mètres d'eau. Là, ça devient vraiment une technique terriblement efficace. Donc c'est le cas ici, puisqu'on est quand même dans des anciennes gravières, il y a la Moselle qui passe à côté, donc il y a des infiltrations, il y a une eau oxygénée régulièrement, ce qui permet de maintenir un cheptel en bonne santé. On l'a vu, les combats avec les poissons, ça dure toujours un bon moment, parce que c'est des poissons qu'on la pêche. C'est non seulement la taille moyenne est relativement élevée, c'est des poissons qui font à peu près 3 kg de moyenne, mais il y a des spécimens évidemment de jusqu'à 10 kg. Ah, Étienne, il parie sur Scornog. Ah, Scornog, Frédéric, il est toujours dans le coup. Il a fait deuxième hier. Alors, hier, on l'a suivi un petit peu. Il était dans le secteur de Bomnud. Bomnud qui, hier, était à une place particulière, la place la plus profonde dans un coin de l'étang. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été très terrible. Mais à la pause de déjeuner, d'après les infos que je pouvais glaner de ci, de là, Bomnud était en tête de son secteur, donc il est en train de se refaire une santé, en tout cas sur l'autre étang. Il semblerait, bon évidemment il a perdu toute chance pour gagner cette épreuve, alors que Laurent, lui, en ayant un point hier, tout comme son voisin Adrien Wiesel, on va essayer de le suivre aussi également, ce fameux voisin qui est donc sur la gauche, je vais vous le montrer. On ne sait jamais, des fois qu'il y ait des internautes allemands qui suivent l'épreuve. On ira voir un petit peu ce qu'il utilise, mais pour l'instant on va se rapprocher un peu de Laurent pour essayer de voir quels sont les appâts et les montages qu'il utilise, parce que c'est ça quand même qui nous intéresse plutôt que des discours. Alors vous voyez qu'ici, lui, il a des gros pelets, là c'est des 8-10 mm, couleur claire, donc des pelets qui sont moins riches et qui vont avoir une descente relativement lente, par rapport en tout cas à des pelets de type halibut beaucoup plus sombre. Et puis donc on a ici, là vous pouvez pas vraiment le voir parce que c'est protégé du soleil, parce qu'évidemment il fait très chaud aujourd'hui. Vous avez du chêne vif, vous avez du lys, tout ça c'est plutôt pour amorcer à la coupelle. Donc les pelets pour agréner pour les pêches au pellet waggler, au slow sinking feeder, voire même aux méthodes. On a vu plusieurs pêcheurs utiliser le méthode feeder et en même temps l'agrainage, qui est une chose pas si fréquente que ça, mais c'est pour maintenir une activité dans la zone et ensuite fixer le poisson sur la zone du méthode feeder. Donc on va regarder un petit peu rapidement les montages de Laurent. Ici on voit que, un peu comme bon, on a déjà un plomb ici. Alors voilà, ici vous avez un plomb d'Arlezay, tout simple, qui pèse exactement 19 grammes. On est précis, c'est des mesures anglaises, donc c'est un poids de 19 grammes. Ici un émerillon à agrafe solide. Ensuite, alors là il n'y a pas de gaine thermorétractable comme sur le montage d'Alban, c'est juste ici vous voyez une zone de nylon torsadé qui est montée ensuite ici sur c'est assez intéressant. En fait c'est un montage hélicoptère comme on dit qu'il utilise. Donc en fait le plomb, alors on va expliquer ça, ça va être intéressant, on n'en a pas encore parlé, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici vous avez donc le plomb va remonter, le plomb ici qui remonte vers un montage avec, en fait votre plomb est bloqué entre deux, je vais essayer de le montrer mieux comme ça, j'espère que vous voyez bien. Donc vous avez le plomb qui est en partie terminale qui est bloqué ici
sur une partie torsadée avec un stop float. Ah, ça fait pas le point, là ça y est. Voilà, vous avez le stop float et entre deux stop float, vous avez simplement un émerillon agrafe, hein, un quick snap comme on appelle souvent. Enfin, c'est simplement un émerillon avec une agrafe qui permet de changer de bas de ligne assez rapidement. Donc ensuite vous avez le bas de ligne. Donc quand vous pêchez, votre plomb vient se poser sur le fond et le bas de ligne est au-dessus du plomb, contrairement à ce qu'on peut avoir sur un montage classique. Donc c'est ce qu'on appelle un montage hélicoptère, tout simplement parce que le bas de ligne va avoir tendance à tourner autour du plomb quand on le lance. C'est des montages qui s'en mêlent pas du tout. Alors je remonte parce que Laurent a à nouveau un poisson à la canne au cou. Donc toujours ce travail avec le kit Stripa. Il a ramené très rapidement le poisson canne. Et maintenant, il vous voyez, en tirant, franchement, hein, je vois trop de pêcheurs qui, quand ils ramènent une carpe, hésitent à tirer sur l'élastique avec leur kit Stripa. En fait, il faut tirer franchement. Il ne faut pas à tirer 50 cm d'un coup d'élastique. Hein. C'est pas, faut pas y aller par 10 cm. Il faut y aller franchement. Un élastique mou, c'est que ce soit un élastique creux ou un élastique hybride, ça a beaucoup de. C'est un quoi? 3 mm creux. Ouais, alors moins vous avez les infos en direct. Donc on avait en face tout à l'heure Enzo, il nous a dit un 2 mm 7 hybride. Ici on est plutôt sur un 3 mm creux. Donc c'est quelque chose qui peut s'étendre sur souvent 700%. Hein. Donc c'est-à-dire 7 fois sa longueur. Quand il y a un poisson qui tire 1 mètre d'élastique, ça peut s'étirer jusqu'à 7 mètres. Donc vous avez évidemment intérêt à avoir ce système Stripa et à ne pas tirer seulement 10 cm. Vous tirez 50 cm par 50 cm. Sinon ça ne sert pas à grand chose. Hein. Il faut vraiment retendre l'élastique. Vous voyez que là par exemple l'élastique il sort très peu finalement maintenant. Alors que s'il laissait faire, il se retrouverait avec 6 mètres d'élastique dehors. Là il a vraiment bien tendu l'élastique. Vous voyez qu'il sort d'à peine 50 cm, 1 mètre grand maximum, et qu'il est en train de le retendre encore pour vraiment dicter sa conduite au poisson. Qualification championnat Jean-François, bonjour. Pas beaucoup de poissons en qualification championnat. Bah oui, c'est le gros avantage des épreuves dans ce type de plan d'eau, c'est qu'au moins il y a du spectacle. On voit sortir du poisson. C'est pas 2 grémilles et 3 ablettes. Alors c'est un autre type de pêche. Hein. Je voudrais pas dénigrer la pêche en milieu naturel. Il arrive qu'on fasse de magnifiques épreuves dans le milieu naturel. D'ailleurs, au CIPAC, notre grande compétition des All-Star Games, le vendredi 4 novembre se fera dans la Somme, en plein centre d'Amiens. Donc c'est du domaine public et il y a beaucoup de gardons, il y a des ides, il y a des brèmes à prendre. Donc ça ne veut pas dire que dans le domaine public il n'y a pas de poissons, mais l'avantage de ce type de plan d'eau, c'est que c'est assez spectaculaire parce qu'il y a des scores qu'on réalise quasiment jamais de toute façon dans le domaine public. Et surtout, il y a une certaine régularité, même si, comme toujours, il y a des zones plus ou moins favorables. Mais on a pu voir aujourd'hui quand même que 80% des places étaient poissonneuses. Donc même le gars qui n'a pas trop de chance au tirage au sort, comme Bomnod hier tout simplement, eh ben, il va finir quand même avec plus de 20 kg de poisson. Donc voilà, Laurent, ça fait le 2e poisson depuis qu'on est arrivé. Donc c'est plutôt bien parti. Et puis là, c'est plutôt un bon steak, comme on dit. Une belle commune qui doit être facile dans les 5 kilos là. Ouais, au moins 5000. Donc ça, évidemment, il y a la taille qui compte. Mais je parle bien des poissons. Hein. Alors, plaisanterie mise à part. Donc on remet une coupelle une fois qu'on a pris du poisson. Fred Cornog sur le podium, c'est sûr. Avec Fred, c'est sûr qu'il faut s'attendre à tout. Mais vous voyez que là, tout de suite après la prise d'un poisson, à nouveau une grosse coupelle de maïs. Tous les champions qu'on a vu pratiquer procèdent de la même façon.
chaque fois qu'on prend un poisson, on recrée en fait, parce que le problème, quand vous amorcez à la coupelle, enfin le problème, c'est que vous concentrez vos appâts sur une zone assez réduite. Ah, Gilles Beauclerc me demande de transmettre tes encouragements. Tu as les encouragements de Gilles Beauclerc. Hein. Ah, mon Gilouille. T'as beaucoup de fans, hein, vraiment. Bon, donc je disais que quand on amorce à la coupelle, on concentre les appâts sur une zone évidemment relativement précise. Hein. David Ewing l'a bien expliqué dans son article, c'est pas aussi précis que le diamètre de la coupelle. C'est pas parce que vous déposez votre maïs à un endroit avec la coupelle que sur le fond ça va faire une tâche de 5 cm². Hein. C'est un peu plus large que ça, mais dans tous les cas, vous amorcez à la coupelle, vous avez une zone réduite d'amorçage. Le truc, c'est que quand vous avez des carpes qui font 3, 4, 5, 6 kg qui viennent fouiller dans votre tas d'amorce, évidemment, en fouillant, elles dispersent ces appâts. Quand vous les évidemment, elles ne se laissent pas faire, donc elles commencent à démarrer. Et elle disperse encore plus le maïs. Il faut voir certaines vidéos subaquatiques où on voit le comportement des appâts sur le fond et la manière dont les poissons fouillent le fond. Ils dispersent vraiment très loin les appâts. C'est-à-dire que quand vous avez des carpes qui viennent fouiller dans un tas de maïs, vous avez des grains qui vont dériver 50 cm, 1 mètre de la zone d'amorçage de départ. Donc l'idée de remettre une coupelle après la prise d'un poisson, c'est surtout pour recréer un point de fixation sur lequel on peut présenter son nèche et donc attirer le poisson pour avoir une touche. Parce que si vous repêchez sur une zone que vous aviez amorcée à la coupelle avant d'avoir pris un poisson, forcément vos èches, vous croyez qu'ils sont toujours sur la même zone de l'amorçage à la coupelle, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, elles sont, après la prise d'un poisson, elles sont dispersées sur presque 1 mètre. Donc vous croyez pêcher précis, mais vous pêchez plus du tout sur un tas d'appâts, vous pêchez au milieu d'une zone de 1 mètre. Donc voilà l'intérêt de remettre une coupelle. C'est pas tellement pour recharger parce que vous pensez que les poissons ont mangé tout ce que vous aviez mis. C'est simplement pour recréer un point de fixation sur lequel vous allez présenter votre èche avec l'hameçon. C'est toute l'idée est là. L'idée n'est pas de ah bah oui mais bon donc j'ai pris un poisson donc il a mangé tout ce que j'avais mis donc j'en remets pour etc. Non c'est pas ça. Le but c'est vraiment créer un point de fixation sur lequel vous présentez votre èche et donc vous multipliez vos chances d'avoir une touche. Voilà, ça c'est un élément je pense important à préciser. Alors on va jeter un coup d'œil vite fait à Adrian Wesel et puis ensuite parce qu'il a un poisson, hein, notre ami allemand. Enfin, notre ami, on préférerait qu'il soit moins notre ami que. Alors, voilà, notre ami Wiesel qui a donc gagné son secteur hier avec 44 700. Hein, c'était finalement c'est lui qui a remporté son secteur avec le plus faible poids entre guillemets de l'épreuve avec 44 kg 700. Mais donc qui fait un beau match avec Laurent. On sera là évidemment pour suivre tout ça. Alors là, lui, par contre, vous voyez que c'est assez intéressant. Il agrène. Alors, il pêche au fameux Slow Sinking Feeder de chez Xenos. Donc, et il agrène des pelés relativement denses, hein, des pelés sombres. Vous voyez, c'est des 8 mm ou 6 mm. On va regarder ça d'un peu plus près. Merci Francky, ça fait plaisir. J'espère que tu n'as pas trop chaud dans le sud en ce moment. Nous ça va, il y a un peu de vent quand même. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus près ici. Vous voyez la fronde et c'est des 6 mm de halibut, des pelés assez riches, assez denses, qui lui permettent sans problème d'atteindre la distance. Donc on va regarder un petit peu la manière dont il pêche au Xenos Feeder. Slow Sinking Feeder, parce qu'on a déjà expliqué hier derrière Bombnut comment il fallait pêcher. Oh là là, la touche, ouf, là je peux vous dire que les touches ça rigole pas, même moi derrière mon écran j'ai bien vu la touche. Donc il a lancé, ligne tendue, vous voyez qu'il a posé la canne sur les supports exactement comme si c'était au feeder, et puis il a laissé tout doucement descendre le feeder à travers la couche d'eau. Alors s'il y a 4 mètres d'eau, ça met quand même un certain temps.
de la quantité d'eau qu'il va mettre dans le bulle d'eau qui est fixé au bout du feeder. Hein, je l'ai déjà expliqué maintes fois. La vitesse de descente de ce Xenos feeder, de la quantité d'eau que vous allez mettre dans la bille en plastique qui est au bout du feeder. Donc là, d'après ce que j'ai vu d'ailleurs, il ne met pas du tout d'amorce ou quoi que ce soit dans le feeder. Hein. Vous pouvez pêcher avec un feeder vide. Donc en fait, vous servez simplement de la bille en plastique pour contrôler la vitesse à laquelle descend le montage. Donc en fait, voyez là, par contre, voilà, ça c'est très important. Que on pêche au pellet waggler ou au slow sinking feeder, il faut être capable de maintenir les poissons en activité sur la zone. Donc il ne faut pas hésiter. Vous voyez, il a calé sa canne entre les jambes. Et puis, incroyable la touche, ah bah, c'est que vous l'avez vu, moi aussi, c'était immanquable honnêtement. Donc il faut continuer à agréner des pellets, même quand vous travaillez un poisson. Alors ça paraît un peu bizarre, on se dit mais il va décrocher le poisson. Non, vous avez vu, il a simplement calé la canne entre les jambes et il en a profité pour jeter un peu de pellet. Parce que évidemment vous êtes sur des poissons qui ne sont pas fixés sur le fond. Sur le fond, vous pouvez vous permettre de travailler un poisson tranquillement. Quand vous pêchez au cou, vous le travaillez, vous le mettez à l'épuisette, vous n'avez pas besoin de réamorcer entre temps puisque vous avez votre tapis sur le fond. Vous voyez, là, il est en train de faire exactement ce que je suis en train de dire. Il a le poisson qui est au bout, hop, il agrène les pellets et il continue à travailler son poisson. Ça, c'est très très important. Parce que vous êtes sur du poisson mobile. À partir du moment où vous êtes sur du poisson qui navigue entre deux eaux, si vous ne jetez pas de pellet, bah, il va aller un petit peu ailleurs, il va continuer sa route. Sur le fond, c'est pas pareil, il est fixé parce que vous avez toujours des posés sur le fond. Si vous pêchez entre deux eaux, évidemment, si vous arrêtez d'agréner, il n'y a plus d'appât entre deux eaux. Donc, c'est très très important de continuer à agréner quand vous travaillez un poisson, que ce soit au pellet waggler ou au slow sinking feeder. Et donc là, on a eu une parfaite démonstration d'Adrian Wiesel qui nous fait une belle démonstration. Bon, il a mis une protection solaire, je vois dans le coup, il a un peu raison parce que je commence à griller moi de mon côté, mais bon. Quelle touche, oui. Bah, je suis content que vous l'ayez vu parce que je suis pas sûr. Moi, je vois vaguement depuis mon écran l'action de pêche. Donc, je suis pas sûr que vous voyez aussi bien que moi, mais c'était une touche violente, je l'ai dit. Hein. De toute façon, la carpe, c'est un peu comme on avait vu la compétition alimentaire d'Annie. Bah oui, j'ai pas arrêté de parler de ça, de la fameuse compétition alimentaire. Maintenir les poissons en activité, faire qu'ils se bagarrent pour être les premiers sur l'appât qui est en train de descendre à travers la couche d'eau. Et donc du coup la touche, bah forcément elle n'est pas délicate, hein, parce que la carpe elle se précipite sur l'appât avant qu'une autre vienne lui piquer. Donc elle arrache la canne des supports tout simplement. D'autant plus que vous avez un montage aux cheveux avec donc un hameçon nu qui fait que le poisson se pique tout seul. Vous n'avez pas besoin de ferrer, vous avez vu, il n'a pas du tout ferré, simplement pris contact avec le poisson qui était déjà piqué. Voilà. En tout cas, félicitations à Adrian Wiesel, même si on est forcément un petit peu chauvin derrière Laurent, mais il faut avouer que là, il nous a fait une belle démonstration d'efficacité de ce montage qui permet encore une fois de pêcher depuis la surface jusqu'au fond, contrairement à bah, il me montre même le poisson. Ça c'est un pêcheur. Merci beaucoup. Well done. Très très beau poisson. Donc pelé quand même assez dense. Hein. Alors c'est vrai que l'avantage avec le slow sinking feeder, c'est que contrairement au pellet waggler, je l'ai répété aussi plusieurs fois, vous avez la possibilité de pêcher depuis la surface jusqu'au fond. Donc la densité du pellet est quand même relativement moins déterminante que si vous pêchez au pellet waggler. Je m'explique. Si vous pêchez au pellet waggler, vous pêchez dans 1 mètre de fond. Donc vous voulez pêcher quand même les poissons en surface. Si vous utilisez des pellets comme est en train d'utiliser Adrian, vous êtes sur des pellets assez lourds, denses, sombres, gros diamètre, qui vont descendre assez vite. Donc vous êtes obligé d'avoir un rythme d'amorçage assez intense pour qu'il y ait toujours des poissons pelés qui tombent cette première mètre, ce premier mètre d'eau.
forcément, puisque c'est là que vous voulez prendre des poissons. L'avantage avec ce fameux slow sinking feeder, c'est que, étant donné que vous pêchez sur toute la hauteur d'eau, c'est pas grave si vous avez un peu plus dense. Si les poissons du coup se fixent entre 1 et 2 mètres ou entre 2 et 3 mètres, c'est pas trop un problème, puisque de toute façon vous y pêcherez avec votre slow sinking feeder. Alors qu'avec un pellet waggler, voilà, vous avez décidé que c'était 1 mètre, c'est 1 mètre. Donc c'est à vous ensuite à gérer, en fonction de la densité des pelets et de votre rythme d'agrainage, d'avoir toujours des pelets qui tombent dans cette zone de 1 mètre. Alors que, encore une fois, au slow sinking feeder, vous aurez forcément des pelets qui pêchent et qui tombent à la hauteur à laquelle vous pêchez, puisque vous pêchez de la surface jusqu'au fond. Je crois que j'ai été assez clair, et ça me paraît simple. Ça évite les dérives. Oui, les dérives. Alors les dérives, ça dépend du vent, du courant, de plein de choses. Hein. Le slow sinking feeder, ça a tendance quand même aussi à dériver, surtout si vous ne le remplissez pas d'appât comme le fait notre ami allemand, où il pêche en fait avec le slow sinking feeder comme on pourrait pêcher avec une bombette. Hein. Hier on avait vu un pêcheur, je crois que c'était Oliver Grapp, oui c'est ça, c'était Oliver Grapp, je crois qu'il avait pêché, non, Fabian Grapp. Il doit y avoir un frère ou un père et un fils, mais enfin c'est Fabien Grapp qui avait fait deuxième du secteur d'hier, qui pêchait, qui avait monté des bombettes. Donc effectivement, pêcher avec une bombette ou pêcher avec un slow sinking feeder vide, c'est à peu près le même principe. Hein. Là, on ne se sert plus du tout du cage, puisqu'on ne met pas d'appât dedans. On se sert simplement de la bille en plastique pour contrôler la vitesse de descente de ce montage. Voilà. Donc ça se lance un peu plus difficilement, hein, forcément, s'il n'y a pas d'amorce dedans. C'est un peu plus léger, donc ça dépend encore une fois de la quantité d'eau que vous mettez dans la bille en plastique. En tout cas, on a une belle démonstration. Et maintenant, on va retourner notre caméra et on va voir quoi? On va voir le Laurent Emonet qui est à nouveau attelé par un poisson. Donc, vous voyez qu'il y a un bon match entre deux pêcheurs qui ont marqué un point hier. C'est sûr qu'ils ne vont rien lâcher jusqu'au bout. Et je pense que ce sera un... Alors, on me demande ce que fait Frédéric, j'en sais rien. Ce que fait Frédéric, parce qu'il est dans les numéro 2 aujourd'hui. Autant hier, suivi parce qu'il était dans les temps numéro 1. Je rappelle que je reste dans les temps numéro 1 pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est déjà de pouvoir mieux suivre un peu ce qui se passe et pas courir dans tous les sens et rien voir de la pêche, ne rien pouvoir vous dire au niveau technique ou au niveau des appâts, des montages le mieux. Donc en me concentrant sur un plan d'eau, on peut quand même mieux voir ce qui aura permis finalement aux uns ou aux autres de gagner. C'est un beau poisson, très beau poisson de Laurent. Là, c'est vraiment une jolie carpe. Hein. Il prend des belles carpes. La taille moyenne des carpes qui sont prises à la grande canne est souvent supérieure à celle des poissons pris au moulinet. Hein. C'est une semi-surprise puisque on sait que souvent les plus grosses carpes se trouvent plutôt en bordure. Une vraie machine, bah oui, une vraie machine mon Lolo, voilà, et là il y a du supporter. Ça c'est une très belle commune encore. Tout à l'heure il avait déjà fait un poisson de 5-6 kg, là on est encore plus je dirais. Donc poisson pris au maïs, la grande canne au cou. Donc la taille vous voyez que est plus importante quand même que ce qui a été pris par le pêcheur allemand à côté avec son slow sinking feeder. Alors, je vais faire un petit travelling sur les montages utilisés par Laurent, parce que ça, je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Alors, je vais essayer de me placer correctement. Je vais, voilà, vous montrer ici donc son flotteur. Ici, vous voyez qu'il utilise des flotteurs trapus, hein, flotteur vraiment boule en 0,60 g avec antenne courte très porteuse. Voilà, ici maintenant c'est bien net. Antenne noire, ça c'est pour une question de visibilité, hein, tout simplement. Qui fibre, fil intérieur, 0,60 g. Et puis on va aller voir tout là-bas, côté la plombée, pour savoir si c'est un peu la même que allemand, si ça correspond à ce que je vous ai dit depuis le début. C'est-à-dire que quand on pêche la carpe, on essaye de faire un montage massif.
c'est exactement ça. Ici, vous avez un montage avec des plombs cylindriques tous groupés les uns contre les autres. Alors j'ai dit que le problème des plombs cylindriques, c'est parfois de glisser. Mais si, comme ici, vous avez juste une masse de plomb, vous n'avez même pas de plomb de touche, vous pouvez très bien utiliser effectivement les plombs cylindriques. Le seul problème des plombs cylindriques, c'est encore une fois que ça peut glisser quand on a un plomb de touche isolé. Mais quand ils sont groupés comme ça, évidemment, ils ne vont pas glisser. Et vous avez un bas de ligne de... Allez, enfin, il n'y a pas de bas de ligne, hein. C'est une ligne en direct. Mais je veux dire, l'hameçon est à 15 cm de la plombée principale. Alors, je regarde s'il y a d'autres montages par ici. Vous avez ici exactement la même chose, une plombée groupée, un hameçon, 15 cm en dessous, pas de bas de ligne, montage assez classique et flotteur, donc flotteur très trapu pour une meilleure assise de la ligne et une meilleure stabilité de lèche. On va continuer à regarder un petit peu le rang. Ensuite, je vous donnerai rendez-vous tout à l'heure à 16h30, demi-heure de pêche, donc ce sera vraiment décisif. On restera donc toujours sur cet étang, on suivra la dernière demi-heure de pêche peut-être de ce secteur. Alors je ne sais pas si je ferai qui est le secteur D, ou si on retournera sur le secteur où les plus gros scores ont été réalisés hier dans le secteur B. Mais je pense que ça peut être intéressant de ce secteur, même si les scores sont moins importants, parce qu'on a deux pêcheurs à un point. Je rappelle Andrian Wiesel et Laurent Emonet. Donc ce sera sûrement plus intéressant de suivre ce secteur. Donc on fera la pesée de ce secteur D et le secteur C, puisque c'est toute la berge ici est divisée en deux secteurs. Elle commence au secteur C, puis au secteur D. Et donc je vous donne rendez-vous à 16h30 pour suivre la dernière demi-heure de cette manche, et puis dans la foulée la pesée du secteur avec Laurent Emonet. Merci à tous et à tout à l'heure. Le poids des flotteurs, juste avant, Gilles Beauclerc, tu as bien fait de poser la question juste maintenant. Ah, puis en plus il a un poisson, alors on va attendre que le poisson termine dans la bourriche. Le poids des flotteurs, alors j'avais fait le gros plan, donc on a dû les voir quand même. Je regarde en même temps, c'est 0,60 et puis... Ah voilà, bah, alors, il travaille les poissons et répond à vos questions. C'est 4, 0,5, 0,6, 0,8. Allez, 0,40 et 0,80. C'est-à-dire des lignes relativement légères compte tenu de la profondeur. Mais dans tous les cas, étant donné qu'on pêche au maïs avec une plombée basse à 15 cm, vous avez une grande stabilité, une grande rigidité de la ligne. Il n'y a pas de souci. Maintenant, en plus, ici, vous pouvez voir que le vent est quand même moins fort que de l'autre côté. Donc, l'idéal est quand même d'avoir effectivement une neige stable sur le fond, surtout quand on pêche au maïs ou avec des pelés de fort diamètre. Mais on peut stabiliser une ligne sans exagérer au niveau du poids de la ligne. Il faut simplement avoir une plombée basse, groupée, exactement comme je viens de vous montrer, et une neige lourde, ça suffit pour tenir bien le fond quand il n'y a pas évidemment une grosse dérive à cause du vent. Ici, vous voyez que quand même le vent est beaucoup moins net que de l'autre côté. Et vous voyez à nouveau comment travailler un poisson. Là, vous aurez eu quand même toutes les infos pour comment travailler une carpe avec canne au cou. Pendant tout le week-end, on aura bien vu ça. C'est-à-dire canne, on se sert simplement du et ensuite de l'élastique qu'on retend à la main avec le kit Stripa pour ramener le poisson. On ne travaille pas le poisson avec la canne entière. Sinon, il y a beaucoup de SAV. Voilà. Donc, vous utilisez des kits solides, des kits adaptés à la taille des carpes que vous ciblez. Aujourd'hui dans le commerce on trouve des kits match, des kits gros poissons, des kits spécimens, enfin bref on a un peu tous les types de kits. Donc à vous d'adapter votre kit au poisson que vous recherchez, parce que la canne, le reste de la canne il n'est pas tellement sollicité lors du avec un poisson. Vous voyez que c'est maintenant que tout se joue, donc c'est au niveau du kit que tout se joue.
Donc si vous recherchez des gros poissons, choisissez un kit solide, mais vous n'avez pas besoin d'acheter forcément une canne super solide en elle-même. Le talon de la canne, de toute façon, c'est pas lui qui va casser quand vous allez travailler un poisson. Donc autant privilégier le confort de pêche avec une canne maniable, plutôt rigide et solide, mais en revanche l'équiper avec des kits adaptés en fonction de la taille des poissons que vous recherchez. Et que là c'est encore une fois un beau poisson. Franchement, à la canne au cou, là c'est quand même une taille supérieure à ce qui peut être pris au moulinet. Voilà, donc je le répète, on va se retrouver tout à l'heure à 16h30 puisque la manche termine à 17h. Donc 16h30 pour la fin de la manche ici sur l'étang numéro 1 et puis la pesée finale de ce secteur avec une victoire de Laurent, ce qui lui permettrait sans aucun doute d'être sur le podium puisqu'il a gagné sa manche hier. Donc si jamais il regagne aujourd'hui, je pense que peut-être il peut ne pas gagner, mais en tout cas il sera assuré d'être sur le podium. Ça dépendra ensuite du poids total des différents pêcheurs. Merci à tous et tout à l'heure 16h30, soyez à l'heure.